On va continuer d'approfondir en tout cas ce que vous disiez. Je vais accueillir pour cette première table ronde le représentant des filières. Donc je vous demande d'accueillir dans le désordre Philippe Cabarat, Philippe Bernard, Caroline Lepoultier, Jean-Fred Coste, Olivier De Seine, Bernard Devoucou et Fabien Nova qui me rejoignent là aussi sur cette scène. Merci à tous, on peut les applaudir là aussi. Pourquoi? Tout simplement parce que ils représentent l'ensemble des filières animales, végétales et viticoles françaises au travers de ce plateau-là. Et on voulait justement voir avec eux, puisqu'on est là au cœur de ces 9e assises, pour essayer de voir quels sont les freins, mais surtout quels sont les leviers de développement, là aussi, des filières bio en France. L'idée, c'était de voir et de pouvoir essayer de comprendre justement comment accompagner la conversion ou le développement du bio en France. Et on va le faire avec l'ensemble des filières. Et comme on est très très galant, je vais passer la parole pour débuter cette table ronde à Caroline Lepoultier, qui est directrice générale du CNIEL, qui est le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière. Juste pour préciser, j'allais dire au nom de l'ensemble des filières qui sont présentes aujourd'hui, qu'on n'est pas là pour opposer des modèles, mais qu'on est bien là pour développer la filière biologique. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc la filière laitière contribue, comme ça a été évoqué ce matin, beaucoup à l'essor de la filière bio. Effectivement, dans les missions de l'interprofession laitière, c'est de valoriser et défendre l'ensemble des modèles parce qu'ils sont complémentaires. Ils répondent tous à des attentes des citoyens et des consommateurs, que ce soit les modèles conventionnels évidemment, mais les modèles AOP qui sont très développés en filière laitière et bien sûr le bio. Peut-être pour citer rapidement 3 leviers, 3 challenges peut-être qu'on a identifiés pour la filière bio. Le premier, c'est l'adéquation de l'offre et de la demande pour la filière laitière, parce que peut-être lié à la crise laitière du monde conventionnel, au cours du premier semestre 2016, il y a eu énormément de conversions qui ont débuté. Donc un vrai challenge d'avoir une adéquation de l'offre et la demande pour conserver toute la valeur ajoutée et les bienfaits du produit. Un deuxième levier sur la formation des producteurs laitiers qui rentrent dans ces phases de conversion, parce que l'agriculture biologique est à la fois dans la phase de conversion, mais après, c'est techniquement extrêmement contraignant, et puis ça fait des élevages qui sont encore plus soumis à la volatilité des marchés peut-être qu'en conventionnel. Et puis le dernier levier, comme la filière laitière est bio et est exportatrice nette et le deuxième producteur finalement bio au niveau européen, un challenge de consolider cette position, de le renforcer, parce que la filière laitière bio, elle est reconnue au niveau européen, et donc un challenge aussi d'avoir une meilleure connaissance de ces marchés, de bien les appréhender, et c'est là où on travaille aussi très étroitement en relation avec l'agence bio. Alors Caroline Lepoultier, vous parlez justement des 3 leviers que vous venez de citer pour développer la filière laitière bio en France et à l'export. Donc là aussi, quels sont les freins? C'est-à-dire qu'est-ce qui empêche justement ces 3 leviers de développement pour vous? Alors c'est pas vraiment des freins, c'est plutôt après les challenges pour les améliorer. Le premier, c'est la communication. On a un vrai levier en termes de communication, et Florent Gull l'a évoqué tout à l'heure, notamment en termes d'éducation dans les écoles, de communication auprès du grand public. Je vous ai amené aussi quelques exemples qu'on fait au niveau de l'interprofession laitière et puis aussi en partenariat avec l'agence bio. C'est vraiment le travail historique de l'interprofession laitière. Je reviens aussi sur la partie technicité de la production laitière bio. On a un vrai levier de formation, un vrai besoin de formation importante des producteurs laitiers, et donc en cela un accompagnement qu'on fait de tous les techniciens qui peuvent venir sur les élevages, mais également via les entreprises laitières qui accompagnent étroitement les producteurs, notamment pendant les phases de conversion qui sont extrêmement sensibles. Et puis enfin, voilà, en termes de communication, aider au maximum au développement, et puis peut-être apprendre de nouvelles parts de marché en développant peut-être de nouveaux produits, de nouveaux segments, notamment dans le domaine des fromages ou dans le secteur laitier. C'est peut-être là où la production biologique est la moins développée. Donc ça, c'est plutôt le secteur de la transformation, la première transformation. On a vu dans les chiffres qui étaient édictés tout à l'heure par Florent Gull que justement, là aussi, les acteurs de première transformation ont des fois un peu plus de mal justement à se convertir en bio. Là aussi, est-ce qu'il y a un levier de développement un peu plus spécifique pour les transformateurs ?
les leviers de développement vont surtout être à la fois en termes d'observation des marchés, observation économique pour les aider à faire la décision, à prendre la décision de savoir s'ils développent une ligne ou pas de production d'un certain type de produit. Et puis le deuxième levier majeur, c'est l'innovation, la recherche et développement. Et là, tout ce qu'on peut faire à la fois en termes d'accompagnement, que ce soit via l'interprofession ou aussi via les travaux de l'agence bio, pour pouvoir accompagner ces opérateurs. Philippe Cabaret, on reste avec vous dans l'élevage, puisque vous êtes éleveur dans la Nièvre et président de la commission bio d'Interbev, qui est l'interprofession bétail et viande. On va passer effectivement du bovin lait, j'allais dire, au reste de l'élevage. Là aussi, sur votre filière, les premiers freins pour la conversion en bio, c'est quoi ? Disons, les premiers freins, on les retrouve tout de suite dans la production. Sachant qu'il faut peut-être prendre les problèmes par espèce, hein, vous m'excusez. Donc, par exemple, vous avez actuellement une forte augmentation de conversion en bovin allaitant. Depuis 2015, on doit être à plus 20% les 2 années. Et donc, face à ça, on tombe sur des types d'élevages qui sont des élevages naisseurs. Et vous avez des élevages naisseurs-engraisseurs. Là, c'est très technique, c'est-à-dire que vous avez des élevages qui font naître des veaux et ensuite, ces animaux-là sont vendus en tant que broutards ou autres et donc sortent du circuit bio. Et donc, face à ce frein, de production, parce qu'en réalité, vous avez pratiquement presque 50% d'animaux qui sortent du circuit bio par ce système-là. Et donc, face à ça, il faut trouver des leviers pour essayer d'augmenter la production de viande. Et donc, pour les naisseurs, on essaie de mettre en place, je veux dire, c'est à l'amont, c'est-à-dire la recherche à travers l'herbe, la culture de l'herbe, des solutions techniques. Et aussi génétique, peut-être changer de race, peut-être évoluer vers d'autres races, parce que nous, au niveau de la commission bio, on essaie de mettre en place, de développer le veau bio rosé, on essaie de développer aussi l'autre partie de la filière mâle qui est le bœuf, et d'autres types d'animaux, mais qui correspondent peut-être moins à disons, on tombe sur des problèmes plus techniques. Ensuite, sur l'agneau, on est sur d'autres particularités parce que, premièrement, il y a une saisonnalité de production. Donc il faut essayer d'avoir essayer de répondre, de trouver les solutions par rapport à cette saisonnalité. Et donc, on travaille à partir de... Il y a eu, disons, un casdar ovin qui a été mis en place, qui a permis de soulever un petit peu la problématique, de voir où étaient les problèmes et essayer de trouver les solutions. Et ce casdar va sans doute être reconduit pour justement continuer ce travail, pour avoir de l'agneau tout le temps, pour de façon régulière. Et d'autre part, il y a aussi le fait que l'agneau bio est dans une particularité de concurrence avec les autres signes de qualité. Et donc, face à ça, il y a des problèmes peut-être de prix pas assez rémunérateurs au niveau des producteurs pour développer ce type de production. Ensuite, sur la production porc, sachant qu'Interbev a la particularité, disons la commission bio Interbev a la particularité d'avoir le porc dans le fonctionnement. Et donc le porc, sachant qu'aujourd'hui tout le monde cherche du porc bio, mais le problème c'est à l'amont. Et donc c'est au niveau de la production que se pose le problème. Vous avez la problématique, le fait que l'élevage porcin est hyper technique. On parlait de technicité tout à l'heure, mais c'est encore plus technique. Et d'autre part, ça demande des investissements importants dans lequel, bon, je veux dire, il y a la problématique de naissance au niveau du porc. Et donc, il faut développer des élevages de porcs naisseurs pour avoir des ateliers d'engraissement. Et d'autre part, vous avez le modèle, disons, technique de production porc bio qui est différent du système de porc bio, de porc conventionnel. Et donc, il y a des problématiques de réinvestissement financier et de changer son modèle de production, sachant qu'on passe d'un système plus ou moins intégré à un système plus autonome au niveau alimentation pour rentrer dans une durabilité du système.
Voilà déjà au niveau production. Au niveau de la production, effectivement, vous avez cité à la fin un élément important qui est celui de l'alimentation, parce qu'effectivement, l'alimentation, là aussi, de ces animaux doit être, là aussi, complètement gérée, soit gérée dans l'exploitation in situ, ou alors il faut pouvoir là aussi avoir une alimentation bio et pouvoir la fournir. Donc c'est aussi un frein au développement de la production. Disons qu'il faut qu'elle soit en lien avec les productions céréalières locales, parce que disons qu'on tombe sur... et l'autre problématique, c'est l'apport protéique, disons, de la ration pour le porc, mais bon, c'est en train d'être solutionné. Alors, on a parlé de la production. Là aussi, on va passer maintenant à la transformation. Là aussi, quels sont à la fois les freins et justement les pistes de réflexion et les leviers de développement pour vous? Le gros frein, en réalité, c'est la connaissance justement de ce qui va être engraissé et produit. C'est-à-dire qu'il faut anticiper la production. Et en face, il faut construire un petit peu toute la transformation entre tous les maillons de la filière. Donc ça demande une communication importante entre tous les maillons de la filière, parce que souvent le frein peut être, par exemple, on parlait du porc, le fait qu'on ne trouve pas de solution à court terme sur la transformation charcutière de morceaux, et donc ça pose des problèmes, disons, techniques, pas techniques, mais commerciales, parce qu'on ne sait pas faire, et vendre du porc bio en conventionnel ou une partie de porc bio en conventionnel, c'est perdre toute la valeur ajoutée du bio. Et donc, face à ça, les leviers, c'est anticiper, contractualiser, et puis ensuite, il y a une communication importante. Et donc, à travers cette communication importante, nous, on réfléchit au niveau de la commission bio Interbev de mettre en place une charte de fonctionnement entre le producteur, l'abatteur, le transformateur et le distributeur. Cette charte n'entre pas forcément dans un contrat, mais dans lequel on entrerait le fait que si on veut construire une filière, disons une production, on parle d'agriculture durable et d'élevage durable, si on veut le mettre en place, il faut mettre en place, disons, une charte d'équitabilité et d'éthique dans le fonctionnement. Parce que aujourd'hui, si on veut continuer à produire bio et que ce soit durable, c'est ne pas décevoir le producteur et ne pas décevoir le consommateur. Donc en face de ça, il faut mettre un fonctionnement autre que celui qui existe actuellement à travers une charte qui peut se mettre, disons, avec certains distributeurs sous forme de contractualisation, mais qui entre dans une logique de développement durable. On va continuer notre tour d'horizon des filières avec la filière œufs et poulets. Avec vous, Bernard Devoucou. Vous êtes donc agriculteur dans l'Allier, président de la commission bio au SINALAF. SINALAF. Justement, expliquez-nous ce qu'est le SINALAF, comme ça au moins. Syndicat des volailles fermières françaises. Fermières françaises. Alors justement, pour la filière œufs et poulets, là aussi, est-ce que vous vous retrouvez dans les propos, dans les propos de Philippe, ou est-ce que là aussi vous avez votre spécificité sur les freins et sur les leviers? Alors, il y a des spécificités à la filière avicole. Je vais d'abord parler de l'œuf. L'œuf, c'est 4 millions de poules bio en France. C'est un secteur qui est en plein développement, 15% de plus l'an dernier. Même s'il manque des œufs aujourd'hui, c'est le produit d'appel des GMS. Malheureusement pour les producteurs, c'est bien pour les consommateurs, c'est malheureusement pour les producteurs qui aujourd'hui ont quand même du mal à vivre de la production d'œufs bio. Donc il y a une grande difficulté. On est intervenu depuis pratiquement 2 ans là-dessus en essayant de faire avancer les choses. Aujourd'hui, je pense que s'il y a un déficit de production, c'est qu'il y a des producteurs qui ne veulent pas se lancer parce que les poulaillers sont aussi des bâtiments importants. Donc là, il y a un frein, je dirais, économique pour décider les producteurs. Et le deuxième frein, il est de la réglementation européenne. Aujourd'hui, on n'a pas de limite de taille de bâtiment dans la réglementation européenne qu'on a en poulet. On ne l'a pas dans les poules pondeuses. Donc on peut avoir des bâtiments de 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. Enfin, on peut aller très loin. Et c'est à mon avis un grand danger parce que ça ne correspond pas du tout à l'image qu'a le consommateur des poules bio. Donc une grande difficulté là. Et cette réglementation, alors le Parlement européen a voté des tailles d'élevage l'an dernier, mais depuis on est enlisé dans ce qu'on appelle les trilogues, c'est-à-dire la Commission européenne, le Conseil des ministres et le Parlement, où on n'arrive pas à faire avancer cette réglementation. Donc ça, c'est un vrai frein, puisqu'aujourd'hui, quand vous voulez investir, vous ne savez pas à quelle taille vous pouvez vous limiter.
Vous ne savez pas si vous êtes obligé de faire de la poule au sol ou de la poule en volière, comme peuvent le faire certains, ou le font par exemple en Allemagne, puisque les premiers producteurs de poules pondeuses, c'est l'Allemagne. Donc des situations diverses et qui aujourd'hui, voilà, on freine sur l'investissement, sur la décision, sur les bâtiments et sur la rentabilité pour les aviculteurs qui font des poules pondeuses. Par contre, c'est le bonheur des consommateurs, puisque les consommateurs, ils ont un produit d'appel qui n'est pas cher et qui était même moins cher que les œufs label rouge l'an dernier, ce qui veut dire qu'avec une alimentation pratiquement 2 fois plus chère, on vendait des œufs moins chers. Donc une grande difficulté. Pour le poulet, la situation est un peu plus favorable, augmentation de 10% l'an dernier. On est les premiers producteurs européens, 9 millions de poulets. Par contre, avec des particularités, c'est qu'on utilise beaucoup de souches rustiques. On a une culture fermière, donc on a des poulets qui font 81 jours. Vous allez dans d'autres pays d'Europe, on fait du poulet de 56 jours, de 70 jours, avec ce qu'on appelle des souches plus améliorées, un peu certifiées, ce qu'on appelle le certifié. Voilà, une variabilité génétique bien moins importante. Nous, on défend cette variabilité génétique des souches rustiques qu'on a, nous, en bio, parce qu'il y a des gens du label rouge qui ont travaillé dans ce sens-là et que c'est les mêmes marchés. Donc ça, c'est un atout, mais pas toujours facile à faire comprendre dans les instances européennes qu'on va voir régulièrement, qui, eux, sont plus dans un poulet qui est bio, mais qui n'a pas obligatoirement une logique fermière et gustative, quoi, voilà. Et un autre point que Philippe vient d'aborder, qui est le problème des protéines, puisqu'aujourd'hui, dans les monogastriques, on est à 95% d'ingrédients bio. Donc, on souhaite pouvoir continuer à aller vers les 100% bio, mais aujourd'hui, on a de grandes difficultés pour avoir les matières premières. Donc là, il y a le plan Ambition Bio, il faut faire des investissements. Donc là-dessus, nous, on a des propositions. Il faudrait qu'on développe beaucoup plus le concentré protéique de luzerne. Il s'en fait déjà un peu en France, mais insuffisamment. C'est vrai que c'est compliqué au niveau technique, puisqu'il faut pratiquement que les fermes de luzerne soient à 20 km autour de l'usine de déshydratation. Le gluten de pommes de terre, ça sera là plus compliqué, parce qu'il n'y a que pratiquement 2 usines en Europe. Avant qu'il y en ait une qui se reconvertisse au bio, ça va être compliqué, mais c'est une difficulté. Et moi, une piste que je pousse et que j'espère voir se développer, c'est celle des insectes pour l'aviculture, donc autant pour les poules que pour les poulets. Les farines d'insectes actuellement sont en train de se développer. Pour les pet food d'abord. Actuellement, les projets de fabrication, parce qu'on en est plus à de la fabrication, on est sorti des essais plus pour l'aquaculture. Et demain, j'aimerais bien que ça soit pour les poules et les poulets. C'est tout à fait conforme à leur régime alimentaire naturel, puisque nos poulets et nos poules sortent, et la première chose qu'elles vont faire dans les parcours, c'est d'aller manger des insectes. Donc voilà, on espère quand même arriver à lever les freins réglementaires d'abord, qui permettront de dégager des investissements, puisqu'il y a 2 ou 3 sociétés, y compris en France, qui sont prêtes à se lancer là-dedans, pour pouvoir produire des farines d'insectes. Il y a d'autres pays européens qui utilisent des farines de poisson. Je pense qu'en France, ce n'est pas obligatoirement souhaitable, parce que la matière première n'est pas obligatoirement très importante si on veut une matière première en bio, alors que les insectes, on peut faire des déchets de meunerie qu'on transforme en insectes avec une labellisation bio. Mais bon, il y a quelques freins réglementaires sur les farines animales, sur le fait de la fabrication des insectes et tout. Mais voilà, là, il y a des vraies pistes qui nous permettraient d'aller vers le 100% bio en améliorant largement notre bilan à azote, parce qu'il n'est pas obligatoirement des plus flatteurs. Et puis, alors, une satisfaction, par contre, on a vu qu'il y avait beaucoup de gens en grande culture qui s'étaient reconvertis. Donc, on espère avoir un marché français en céréales et en protéages J2, beaucoup moins tourné vers l'import et beaucoup plus tourné sur la production française. Outre l'aspect réglementaire, sur les investissements qu'il y a à faire pour justement se convertir en bio, est-ce que c'est réellement un frein, ou est-ce que maintenant que le bio se développe, on sent quand même que, j'allais dire, les banques et les financeurs sont quand même plus propices à votre développement? Alors, je disais, sur les poulets, il n'y a pas de problème au niveau des investissements. Les banques suivent assez rapidement, assez facilement et tout. Sur la partie poule pondeuse, où les investissements sont plus importants, puisqu'on compte en 300 000, 400 000, 500 000 euros, hein, donc c'est des investissements importants. Là, les banques sont plus frileuses parce qu'il y a une incertitude réglementaire et une rentabilité aujourd'hui pour les producteurs qui est insuffisante, quoi. Donc, on est pénalisé par ça aujourd'hui. Donc, on espère. Bon, cet été, il y a eu un petit coup de pouce sur le prix des œufs, mais il faudrait quand même continuer. C'est bien d'avoir des produits d'appel,
Mais ça serait bien d'avoir une production française en face de ces produits d'appel. Philippe Pabgra, même question. Est-ce que finalement, comme la viande bio se valorise quand même mieux au niveau du consommateur, est-ce que finalement c'est plus facile pour trouver des investisseurs aujourd'hui dans la filière viande? Disons, sauf en porc, où je veux dire l'investissement, on tombe sur la même problématique que Bernard. Bon, ensuite, au niveau financier sur les fermes, il n'y a pas trop de changements, disons, au niveau bâtiment, et donc on entre dans une conversion plus simple. Mais la conversion, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a le fait de passer de naisseur à naisseur engraisseur, et c'est un problème de formation. D'accord. Donc, on a vu aussi l'importance de l'alimentation. C'est pour ça que la transition est toute trouvée avec Olivier Dessène, qui est directeur des moulins de Brasseuil, mais qui est surtout membre de la commission bio d'Intercéréales et de Terre Univia. Alors, on a vu là aussi sur le graphique tout à l'heure que finalement, les grandes cultures se convertissaient en nombre, proportionnellement bien sûr, à l'agriculture biologique. Là aussi, c'est quelque chose que, vous ressentez. Est-ce que ça veut dire surtout que finalement, les freins sont moins importants ? Alors effectivement, il y a une évolution qui est très intéressante et très notable cette année. Mais je voulais juste avant, en fait, moi j'avais envie de baser mon intervention sur deux mots, analyse et communication. Analyse, en fait, c'est aussi le terme d'Intercéréales Bio. Intercéréales Bio, c'est le groupement en fait, des agriculteurs, des coopératives, des chambres d'agriculture, de la meunerie, de l'alimentation animale, de tous les acteurs en fait, de la transformation des céréales en France. Et donc, le thème en fait, d'Intercéréales, c'est d'analyser la situation et d'analyser les évolutions. Et l'évolution, effectivement, elle est notable, elle est visible là aujourd'hui. Et dans cette évolution, j'allais dire, notre plus gros frein ou notre plus grosse inquiétude, et elle est très accentuée cette année, c'est sur ce que mon voisin vient de parler, sur le côté français de nos céréales et le recours à une importation de plus en plus faible. Bon, l'évolution, le marché en meunerie, en alimentation animale augmente régulièrement. Les surfaces de blé ont augmenté aussi, elles, régulièrement. Depuis maintenant 2 ou 3 ans, on a noté vraiment une grosse évolution. Et on sait qu'à terme, donc récolte 2018, peut-être récolte 2019, mais à 2018, on est presque sûr d'être autosuffisant en France sur des céréales. Donc c'est quand même très intéressant, c'est une perspective que l'on entretient et que l'on suit depuis très longtemps, parce que c'est vraiment l'âme du bio, c'est effectivement le côté français. Madame Steele disait aussi le local. Effectivement, moi je suis meunier, donc chaque moulin essaye de prendre du blé autour de son moulin pour justement livrer ses boulangers autour du moulin. Et donc le lien géographique, la proximité, c'est vraiment la base de notre métier. Donc ça, c'est pour la partie analyse. Et la partie communication, c'est l'évolution du bio, c'est communiquer avec nos clients. Alors, nos clients, pour nous, meuniers, c'est des boulangers, c'est des industriels qui ont besoin, d'avoir des marchandises de la farine française, qui demandent des farines locales et qui vont nous faire évoluer. Donc, à ce moment-là, nous, comme on est intermédiaire entre les meuniers, enfin, le meunier est au milieu de la filière blé, farine, pain, le meunier va aller voir ses agriculteurs, va aller voir ses coopératives et va inciter à passer en bio, et ça grimpe tout doucement. Et donc cette année, 2016, on va avoir une évolution importante. On va être très très content parce qu'on a eu une campagne 2015 catastrophique. J'ai envie de le rappeler parce qu'il ne faut pas l'oublier. Moins 35% de... Pardon, je me vieillis. Récolte 2016 catastrophique, avec quand même moins 35% de production, presque toutes céréales confondues. Donc c'est quand même très difficile être en pleine expansion et d'avoir un déficit de matières premières. C'est de la faute de personne, c'est le climat, c'est la nature. Faut donc, dans la partie analyse de nos productions et analyse du futur, il va falloir prendre conscience effectivement qu'on ait un peu plus de matières premières pour faire cette évolution. Est-ce que finalement le fait que le pain bio soit pas forcément beaucoup plus cher que le pain traditionnel, est-ce que ça aussi ça aide au développement de la filière? Parce que le prix consommateur est très accessible. Alors effectivement, le pain est certainement un des produits bio les moins chers tout au long de l'année.
parce qu'il n'est pas directement en relation avec une production. C'est effectivement un avantage. C'est pour ça d'ailleurs que dans les collectivités, dans toute la restauration collective, il y a eu énormément de pains bio qui ont été proposés, parce que c'était, je pense, le plus facile, le plus abordable et le plus facile à réaliser. Je dirais qu'un petit inconvénient, c'est qu'en France, on consomme de moins en moins de pain. On s'américanise, ou on perd le petit déjeuner, on n'a plus le goûter. Donc on a des éléments de consommation de pain qui baissent, et au profit de produits qui contiennent aussi des farines, hein, donc à la limite ils contiennent donc des céréales, plus des gâteaux, plus des goûters, des brioches ou autre chose, qui ne sont pas forcément ce que prescrivent les médecins, les nutritionnistes dans le côté santé alimentaire ou équilibre alimentaire. Mais c'est aussi le pain, je pense, a une vraie carte à jouer, et notamment sur le développement. Aujourd'hui, on voit bien sur d'autres types de céréales qui ont elles aussi bien évolué, comme le seigle, l'épeautre, l'engrain, qui sont des productions qui montent régulièrement. On a parlé effectivement des céréales pour l'alimentation humaine. Qu'en est-il de l'alimentation animale, puisque justement ça fait partie là aussi des freins pour les filières animales? L'alimentation animale, on est exactement dans le même train. On doit pour avoir des produits, la meunerie et l'alimentation animale ont besoin d'avoir des produits français pour pouvoir ne serait-ce que communiquer français, maîtriser les origines, maîtriser la qualité, avoir un discours facile, et puis pour nourrir effectivement pour nourrir nos animaux et pour après les consommer, autant rester dans un cercle avec beaucoup d'honneur, qui est le côté français, un beau cercle vertueux. Au niveau des outils techniques, là aussi, on parle toujours de la conversion qui dure à peu près 3 ans, hein, pour pouvoir... 2 ans de conversion, en fait, plus en alimentation, au début, débouché alimentation animale, et puis pour pouvoir, nous, on utilise, en fait, les meuniers utilisent des blés bio au bout de 3e année. Donc justement, pour pouvoir accompagner cette conversion, est-ce qu'il y a besoin, là aussi, hein, dans les leviers de développement, d'un accompagnement technique, ou alors est-ce qu'il est suffisant aujourd'hui ? Il existe déjà, il est utilisé, peut-être pas à 100% et peut-être pas à sa pleine capacité. Mais ce que l'on note bien, c'est qu'on a... moi, je fais beaucoup d'animations dans les coopératives ou dans les groupes d'agriculteurs, et on sent vraiment un engouement, comme chez les boulangers, d'être acteur de la filière bio. J'aime bien dire le mot consomme-acteur, mais le boulanger qui va passer en bio, qui va passer une petite partie de sa production en bio, a vraiment envie de le faire, non pas pour gagner plus d'argent et vendre plus cher son produit, mais c'est vraiment pour être acteur de la filière. Et je pense qu'il y a des agriculteurs qui aujourd'hui ont envie de travailler différemment que leurs parents, et ont envie de profiter et de travailler dans un nouvel état d'esprit. Bernard, de Vaucon. Oui, juste pour parler du lien au sol, puisque là c'est l'occasion, hein. On parle effectivement s'approvisionner en France, mais il y a une obligation dans les réglementations européennes. D'ailleurs, nous, on est prêt à évoluer là-dessus, de passer à 20, 30 ou même 40% d'approvisionnement français dans l'alimentation animale. Ça s'appelle le lien au sol. C'est la logique de la matière organique qui est restituée au sol par les fumiers et qui revient par les céréales. Et donc que chacun puisse avoir un minimum d'autonomie, y compris dans les fermes monogastriques. On va passer des céréales aux fruits et légumes avec Philippe Bernard, donc, qui est co-rapporteur du comité bio à Interfel, à l'interprofession donc des fruits et légumes, et qui est aussi directeur des partenariats PME et monde agricole du groupe Carrefour. Philippe, donc, sur la filière, là aussi végétale, fruits et légumes, est-ce qu'on a les mêmes problématiques ou on a des problématiques spécifiques et des leviers de développement là aussi singuliers? Alors globalement, on retrouve les mêmes problématiques. C'est presque rassurant, parce que il est difficile d'ailleurs de raisonner l'agriculture biologique uniquement par filière. Il faut rappeler au passage que l'agriculture biologique, c'est un système. Et d'ailleurs, je remercie l'agence bio d'avoir fait en sorte que toutes les commissions des interprofessions puissent se retrouver. Et je pense que ce serait intéressant qu'on puisse donc continuer au-delà des assises de la bio. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la filière fruits et légumes bio vit effectivement un développement hors pair, puisqu'aujourd'hui on est à une croissance qui est supérieure à 20%, donc on a un vrai décalage entre l'offre et la demande. Que la commission bio Interfel, c'est aussi, comme ça a été dit par Olivier, Bernard et Philippe, on veut que le développement de l'agriculture biologique française
et de la filière fruits et légumes profite avant tout donc à l'agriculture française. Hein, et donc notre stratégie de développement, elle repose donc sur la vie de nos régions et de nos territoires, et donc son développement. Aujourd'hui, je pense que la spécificité sur la filière fruits et légumes, c'est l'aspect technique. Alors je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de problème technique sur les autres filières, mais c'est vraiment très criant sur la filière fruits et légumes, et encore plus particulièrement sur le fruit. Aujourd'hui, donc des contraintes techniques, notamment de maîtrise de l'aspect phytosanitaire, aujourd'hui est un frein au développement des volumes. Hein, et c'est particulièrement le cas sur la pomme, sur la pêche et la nectarine. Donc c'est pour ça qu'on a fait de l'aspect technique la priorité numéro 1 au sein du comité bio. Et j'en profite pour exprimer le souhait que nous avons au niveau de la commission, à savoir que le site IFL, l'ITAB, entre autres, qui mène des actions donc très fortes sur le développement, enfin recherche et développement, puisse avoir des moyens supplémentaires pour pouvoir répondre à notre défi. Hein, ça, c'est le premier point. Le deuxième, donc il y a des aspects phyto, mais il y a des aspects aussi sur la semence. Il y a la nécessité de trouver des alternatives, par exemple par rapport au cuivre, mais qui ne concernent pas que la filière fruits et légumes. Je pense que ça peut intéresser aussi d'autres filières. Et puis ensuite, on a un deuxième aspect, c'est donc tout simplement favoriser la conversion, hein, inciter des producteurs de fruits et légumes du conventionnel à passer à l'agriculture biologique. Donc il y a nécessité donc de sécuriser nos filières. Et donc je reprendrai les propos de Philippe. Donc, il faut effectivement, et on travaille également sur ce sujet-là, donc d'inciter l'ensemble des acteurs d'une filière à avoir une relation qui soit un petit peu définie dans le long terme pour que ça soit économiquement viable pour tout le monde et que tout le monde puisse s'inscrire dans une perspective, notamment quand on est un producteur de fruits et légumes conventionnels. Ben, si je dois passer à l'agriculture biologique, que va être fait mon demain, hein, en termes techniques, en termes économiques. Donc ça, c'est vraiment ce deuxième levier donc, très important pour permettre à la filière de se développer. Le troisième, et ça a été dit, c'est donc d'avoir une bonne connaissance de l'offre et la demande, de façon à pouvoir piloter au mieux donc l'adéquation entre l'offre et la demande. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut restreindre l'offre par rapport à la demande, mais en tout cas de pouvoir jouer sur les deux leviers pour avoir une filière qui se développe de façon cohérente, qu'on n'ait pas des effets de ciseaux, des effets de déséquilibre qui à un moment donné vont créer des déséquilibres aussi sur donc, les cours et donc déstabiliser donc, le modèle économique des exploitations agricoles. Et puis donc il y a un élément là qui a été rappelé tout à l'heure par Fabien, c'est par Florian, excusez-moi, c'est donc l'aspect donc de la communication. Donc effectivement, au niveau de la commission Bio Interfel, on veut continuer à faire grossir le gâteau, et donc il y a tout un travail donc pédagogique donc à faire auprès du consommateur, et sur ce qu'un produit biologique, mais également sur comment le produit bio est contrôlé. Donc d'où aussi l'importance qu'aujourd'hui le système réglementaire que nous avons soit au minimum maintenu. Oui, après, c'est vrai que le gros avantage, par contre, c'est que le label bio est connu partout. C'est quand même le label le plus, qui a le plus la confiance quand même des consommateurs. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où on respecte ce cahier des charges-là, le consommateur est automatiquement, j'allais dire, rassuré à partir du moment où il voit ce label bio, peut-être un peu plus que d'autres labels d'ailleurs. C'est celui qui est le plus communément reconnu par les consommateurs. Vous parliez justement de marché. Est-ce qu'un des leviers, c'est pas aussi de pouvoir garantir, j'allais dire, des prix sur la longue durée aux producteurs, puisque pour favoriser la conversion, il faut pouvoir là aussi s'engager, compte tenu des investissements, sur une longue durée. Alors c'est ce que j'ai évoqué quand je parle de développement équilibré des filières. Donc effectivement, il faut que... Alors les filières fruits et légumes sont plutôt des filières courtes, et il faut que chaque opérateur, donc du producteur au distributeur, puisse s'inscrire dans la durée et puisse convenir ensemble d'un plan de développement qui puisse sécuriser effectivement un modèle technico-économique. On va continuer dans les fruits et légumes avec un fruit particulier qui est le raisin, si vous voyez ce que je veux dire. Donc avec Jean-Fred Coste, qui est viticulteur bio dans le Gard et administrateur de France Vin Bio. Merci d'être monté à la capitale pour nous. Jean-Fred, donc là aussi, vous êtes un viticulteur bio convaincu, mais là aussi, on se rend compte que c'est une filière
qui se développe en biodynamie, poussé plus par les consommateurs que par, j'allais dire, l'ensemble des syndicats viticoles français. Pourquoi aujourd'hui il y a ces freins au développement? Bonjour. Les freins au développement aujourd'hui, ils sont de plusieurs ordres. Ça marche? Ils sont surtout d'ordre technique et ils sont aussi un petit peu dans les mentalités des viticulteurs, évidemment, puisque le viticulteur il a une mentalité, il faut que ça change le moins rapidement possible. Et donc au niveau technique, on a quand même des... Moi personnellement, dans ma petite région, j'essaie sans arrêt de convaincre des viticulteurs, puisque on a commencé le bio il y a plus de 20 ans, et j'essaie sans arrêt de convaincre des viticulteurs, et c'est vraiment pas simple par rapport aux problèmes techniques. On a plusieurs maladies, et ces maladies-là, évidemment, ce qu'il faut favoriser pour développer la production, c'est la recherche. Et faire beaucoup de recherches contre les maladies. On a deux maladies qui nous préoccupent beaucoup, c'est la flavescence dorée et le black rot. Donc ces deux maladies-là doivent être prises en compte. Et c'est vrai que par rapport à l'ensemble de la viticulture conventionnelle, la flavescence dorée, ils sont moins inquiets que nous parce qu'ils peuvent utiliser des insecticides puissants qui empêchent le développement de cette maladie. Alors que nous, on n'a pas droit à ces insecticides puissants, on a droit évidemment à des insecticides qui sont beaucoup plus cool. Donc, le biocontrôle en fait, hein, c'est l'augmentation du biocontrôle voilà. Pour lutter contre ces maladies-là. Donc ces maladies-là. Ensuite, bon, évidemment, il faut de l'animation, il faut ce que fait un petit peu les chambres d'agriculture, des aides à la conversion. Il faut continuer avec tout ça, quoi. Et au niveau des leviers, alors il y a les aides, il y a effectivement l'appui technique, que ce soit effectivement au niveau des outils de biocontrôle, donc là appel à la recherche, et appui technique des chambres d'agriculture, là c'est pour les aides à la conversion. Est-ce qu'il y a d'autres leviers qui, selon vous, permettraient le développement, là aussi, de la viticulture bio? Oui, évidemment, il y a d'autres leviers. C'est de développer les relations metteurs en marché production, ce que nous nous attachons à faire aussi à France Vin Bio, puisque France Vin Bio, c'est une interprofession qui fédère les metteurs en marché et les producteurs. On est en relation très souvent et on essaie de partager tous la part du gâteau. Il faut qu'il y ait un revenu pour le producteur, un revenu pour le metteur en marché, un revenu pour le commerçant qui continue qui vend, quoi. Justement, là aussi, le vin bio se vend plutôt bien. Donc c'est vrai qu'il y a quand même là aussi une appétence du consommateur pour le vin bio. Vous arrivez à le valoriser au niveau prix consommateur. Donc justement, pourquoi il n'y a pas plus d'engouement? On arrive à le valoriser mieux dans certaines régions que dans d'autres. Ce n'est pas un phénomène tout à fait national, la valorisation. En Languedoc-Roussillon, en Occitanie maintenant, puisque nous sommes en Occitanie, on arrive pas mal à valoriser. Dans le Bordelais, apparemment, ils ont un peu plus de mal à valoriser. En Vallée du Rhône aussi. Dans la Loire, ça se valorise pas mal. Donc il y a des disparités assez importantes selon les régions. Et donc voilà, c'est un phénomène difficile. Et puis, il va y avoir quelque chose d'important, c'est quand même la concurrence espagnole et italienne, qui eux aussi font des vins bio. Ils ont peut-être un peu plus de facilité que nous à faire du vin bio. Et ils arrivent sur les marchés avec des vins qui ont des prix inférieurs aux nôtres. Et à l'avenir, je pense qu'au niveau de l'exportation, on aura du mal à développer nos exportations si on ne modernise pas nos exploitations et si on ne modernise pas aussi nos outils de vinification. Parce que les outils de vinification, il faut absolument qu'on les modernise maintenant. Il y a aussi une partie du vin biologique qui est lié à ce qu'on appelle les vins sans sulfite ajouté ou sans soufre ajouté. Pour faire ces vins-là, il faut une hygiène parfaite. Il faut vraiment des conditions techniques idéales, ce qu'il n'y a pas dans toutes les unités de vinification actuellement.
Alors justement, Jean Fatcos, vous citiez tout à l'heure les vins de Bordeaux qui étaient moins enclins à se développer en bio. Alors Fabien Nova, hein, qui est directeur du CIVB, donc du Centre international des vins de Bordeaux, conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, justement pour pouvoir là aussi développer ce vin bio, vous avez eu une approche un petit peu différente, qui est justement l'approche économique, de pouvoir montrer que justement ça avait une réalité économique assez importante pour le producteur. Oui, bonjour à tous. Je ne reviendrai pas sur les différents freins qui ont été annoncés par le viticulteur, hein, mais néanmoins, revenir quand même, avant d'en venir au levier, à quelques freins vus du côté peut-être institutionnel, puisque ça a été bien dit. À Bordeaux, la façade atlantique, c'est quelque chose que les viticulteurs subissent dans leurs vignes tous les jours, hein. La pression parasitaire est très très forte et la pharmacopée dont disposent les producteurs bio est relativement faible quand les années sont aussi difficiles que les 2 ou 3 années que nous venons de connaître. Cette année, je pense que la quasi-totalité du cuivre utilisable en 5 ans a été quasiment dépensée sur le millésime 2016. Donc on a là un vrai frein technique par cette difficulté et cette pression parasitaire. Alors après, peut-être une autre qui va vous sembler un peu iconoclaste, mais c'est la concurrence de l'ensemble des autres démarches de certification à caractère environnemental qui donne un vrai choix aux viticulteurs qui souhaitent diminuer leur empreinte sur l'environnement. Aujourd'hui, le vignoble girondin est couvert à 45% par l'une ou l'autre des démarches environnementales certifiées, dont la biodynamie, mais aussi TerraVitis, le système de management environnemental du vin de Bordeaux, etc. Donc ça fait quand même plus de 50 000 hectares qui sont couverts par ce genre de démarche, la bio représentant, elle, 6%. Voilà. Alors, côté institutionnel aussi, une interprofession, ça n'est pas une entreprise avec un conseil d'administration qui décide de faire, pas faire. Les décisions, chez nous, c'est 6800 viticulteurs qui les prennent, chacun pour leur compte, et qui n'entendent pas qu'on se mêle de ces choix. Je me tourne vers le viticulteur, mais en général, voilà. Le choix, c'est bien le viticulteur qui le fait. Peut-être, avant de passer, quelque chose aussi qui est frappant, c'est que quand on discute avec les représentants de la bio, et en viticulture en tous les cas, on a du mal à trouver un interlocuteur. En général, on en trouve 4. Voilà. Donc ça reste quand même pour les différentes institutions, je parle pour le conseil, mais aussi pour les collectivités qui appuient ces démarches, quelque chose qui est parfois assez difficile à surmonter. Alors, le dernier frein dont j'allais parler, c'est le manque de connaissances qui, je l'espère, va devenir un levier. Aujourd'hui, en préparant cette réunion, il a été difficile de faire le compte des conversions en année 1, en année 2, en année 3. On les a perdues sur les 3 dernières années. Donc, en fait, c'est très difficile d'avoir des bons chiffres. Voilà. Et des bonnes données, y compris sur qui fait quoi, qui est en conversion, qui est en partiel, qui est en total. C'est compliqué. Et souvent, dans les discussions que nous avons avec les producteurs bio, ils sont en mal d'un suivi économique de leur partie de production. Et souvent, on s'échange des « vous ne voulez pas, mais vous ne fournissez pas les chiffres ». Et donc on a décidé à Bordeaux de mettre tout ça sur la table, et avec principalement l'interprofession d'Aquitaine, et puis aujourd'hui de Nouvelle-Aquitaine, des produits bio, nous avons décidé de nous donner toutes les chances de pouvoir suivre. Je ne sais pas dans quelle mesure ce sera un levier fort ou un levier moyen, mais en tous les cas, le suivi économique de la production de vin bio nous semblait intéressant. Donc nous avons
premiers projets de convention avec Florent Gull et l'agence bio qui nous permettront, je l'espère, de repérer les producteurs, de savoir ce qu'ils vendent, à qui ils le vendent, à quel prix, etc., de manière à ce que nous ayons un suivi de la même qualité pour les bio que celui que nous avons en général pour la production des viandes bio. Et là aussi, il y a un problème de données, vous le disiez, pour le recensement de la conversion, mais est-ce que là aussi, les producteurs commencent à jouer le jeu pour que vous puissiez avoir tous les éléments qui vous permettent cette approche économique ? Alors, ce n'est pas directement les producteurs, hein, mais c'est les endroits où on peut les repérer, sans qu'il y ait d'alourdissement des échanges qui sont déjà suffisamment importants comme ça en termes administratifs, sans en rajouter. Donc on va essayer de retrouver un numéro d'entrée. Alors pour les connaisseurs, nous avons un cadastre viticole informatisé que nous utilisons traditionnellement pour la production de nos propres chiffres. On a des difficultés à l'utiliser avec les producteurs bio, donc on va passer par un biais, probablement le numéro d'entreprise, le numéro SIRET, mais pour ça, il faut que tout le monde s'y mette et qu'on ait des accords avec tous ceux qui contribuent à la production, que ce soit à caractère syndical ou plus globalement avec l'agence. Parce que finalement, le retard qu'ont les vins bordelais sur la conversion n'est pas aussi lié au fait que finalement, ils se vendent très très bien comme ça, sans avoir besoin du label bio en plus. J'aimerais penser que le vin de Bordeaux se vend sans problème, mais c'est beaucoup d'efforts, des producteurs, c'est beaucoup d'efforts des négociants, c'est beaucoup d'efforts collectifs avec le conseil et ses investissements dans le monde pour qu'ils se vendent. Donc je pense que c'est un rapport entre la puissance de la marque vis-à-vis du consommateur. Et peut-être que, en effet, le différentiel de reconnaissance entre le label bio et la marque Bordeaux, qui est une marque forte et à forte notoriété, est pas suffisant pour que la valorisation soit au niveau attendu. Mais cela dit, il y a de très grands crus chez nous à Bordeaux qui sont en bio depuis très longtemps et qui n'ont aucun problème de valorisation. Mais je pensais que ce n'est pas de cela dont vous parliez. Non, du tout. Bernard Devoucou, oui, dans les freins qui n'ont pas été abordés, en fait, moi je voulais tirer une sonnette d'alarme sur la restauration collective, en fait. Il y a beaucoup de collectivités qui ont changé de majorité et qui aujourd'hui ont tendance à laisser un petit peu la lecture biologique de côté. La loi Alain, qui malheureusement a beaucoup bougé mais n'a pas abouti, en fait, malheureusement, d'obligation d'incorporation de produits locaux et bio. Et aujourd'hui, on voit beaucoup plus de local, quelle que soit la qualité du local, il suffit qu'il soit local, alors qu'avant, on était tourné sur les signes de qualité, entre autres sur le bio. Pour exemple, dans le poulet bio, par exemple, il nous faudrait des poulets avec une cuisse et 3 blancs, puisqu'on vend 3 fois plus de blancs qu'on vend de cuisses dans les supérettes et dans les GMS. Donc la restauration collective est un débouché important pour nous dans les filières poulet, mais elle est aussi dans d'autres viandes en général. Et il y a quand même une inquiétude sur le fait qu'on n'arrive pas à vraiment développer aujourd'hui, à continuer de développer de manière importante la restauration collective en bio. On va justement en parler dans la prochaine table ronde. Je vous remercie, mesdames et messieurs, d'avoir participé à cette première table ronde. On peut là aussi vous applaudir, vous remercier.